Mes chers abonnés, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une histoire qui va vous glacer le sang. Direction les États-Unis. 2001. Une année marquée par bien des drames, mais celui-ci... celui-là, il a de quoi faire frémir même les plus aguerris d'entre vous. Mais avant qu'on ouvre cette boîte de Pandore, laissez-moi vous rappeler une chose essentielle. Ici, on explore l'humain dans ce qu'il a de plus sombre et de plus fascinant. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, cliquez, partagez, faites vibrer cette vidéo comme un dossier brûlant qu'on ne veut surtout pas étouffer. Et d'ailleurs, si vous aimez les affaires mystérieuses, les récits glaçants et les enquêtes racontées avec intensité, j'ai une recommandation en or. Allez découvrir la chaîne de mon ami. Léa raconte le True Crime. Sa première vidéo va rentrer ce samedi 17 mai. Elle vous emmènera dans des histoires vraies avec une voix captivante. Alors foncez vous abonner massivement, soutenez-la et laissez-vous happer par ses récits. Le lien de sa chaîne est juste là dans la description. Franchement, si vous aimez les histoires sombres et fascinantes avec une voix apaisante, vous allez adorer. Ce samedi, ne ratez pas sa première vidéo. Mais pour l'instant, revenons à notre affaire du jour. Jennifer Lohman a vu le jour à Oklahoma, aux États-Unis, le 8 janvier 1967. Une petite fille souriante, pleine de vie. Elle a grandi dans une famille modeste, aux côtés d'une mère célibataire et d'un frère. Les deux enfants étaient très proches, fusionnels même. Dès leur plus jeune âge, ils formaient un duo inséparable. Jennifer, c'était l'enfant solaire. Elle jouait du piano, aimait danser, savait charmer son monde par sa sociabilité, son ouverture et cette créativité débordante qu'on lui enviait déjà. Mais la vie a vite montré un autre visage. Malheureusement, très tôt, elle a appris ce qu'était la vraie cruauté. À 12 ans, à peine, un homme, un ami de la famille, bien plus âgé qu'elle, a abusé d'elle. L'innocence envolée. Un séisme dans la vie d'une enfant qui, jusqu'ici, ne demandait qu'à grandir en paix. Ce traumatisme a été un choc immense. Jennifer a mis du temps à s'en remettre. Et soyons honnêtes, s'en remettons vraiment un jour. Mais elle a lutté. Elle a réussi à sortir de ce cercle vicieux, à briser les chaînes de l'abus, de la douleur, de la colère. Avec une force admirable, elle a terminé ses études secondaires. Puis elle est entrée à l'université, un pas après l'autre. Son futur mari, Mike Blagg, de son côté, a grandi dans un tout autre décor. Il est né dans une famille perpétuellement en mouvement. Pourquoi? Parce que son père était colonel dans l'armée américaine. Résultat, la vie de Mike, c'était une succession de cartons, de bases militaires, de nouveaux départs imposés. Difficile de se construire dans ces conditions. Mais Mike, lui, était un enfant calme, obéissant, presque trop sage pour son âge. Son père lui a inculqué la discipline, avec toute la rigueur militaire que cela implique. Et puis, il y avait sa mère, aimante, présente, un véritable pilier pour lui. Grandir entouré d'autres enfants de militaires a aussi forgé son caractère. Le garçon était travailleur, très intelligent, pas du genre à chercher la facilité. Preuve en est, il a réussi à intégrer un programme gouvernemental qui lui a permis d'étudier la physique nucléaire. Oui, rien que ça. Pour ses succès, Mike a été récompensé d'une mention d'honneur. Une reconnaissance méritée pour un jeune homme qui ne connaissait que le mérite comme voie vers la réussite. Après cette réussite, il a continué sur sa lancée. Toujours plus haut, toujours plus loin. Il s'est consacré à la science au sein du prestigieux Georgia Institute of Technology. Rien, absolument rien, ne lui a été donné. Tout, il l'a obtenu par son travail, à la sueur de son front. Pendant ses études universitaires, Mike travaillait dur. Et quand je dis dur, c'est littéral. Pas de bourse, pas de piston. Il livrait des pizzas pour payer ses frais de scolarité. Vous imaginez? Entre deux révisions de physique nucléaire, il sillonnait les rues, boîte en main, pour gagner de quoi continuer à apprendre. À 21 ans, il s'est marié pour la première fois. Mais leur histoire n'a pas résisté à l'épreuve du quotidien. Pendant environ un an, le couple a tenté de construire quelque chose, avant que les problèmes constants ne viennent tout fissurer. Finalement, ils ont décidé de divorcer. Alors vous vous demandez sûrement comment Mike et Jennifer se sont rencontrés. En 1988, Jennifer avait pris une décision importante.
s'inscrire à l'université de San Diego. Elle avait un objectif clair, obtenir un diplôme en administration des affaires. Elle aussi se battait pour son avenir. Durant cette période, Mike servait dans la marine. Discipline, rigueur, sacrifice, il connaissait déjà. Puis un jour, Mike est rentré d'une mission en mer. Cette fois, il avait un peu de liberté. Pouvoir se balader en ville sans contrainte, c'était rare. Pour se détendre, il a choisi d'aller à une fête, chez des amis communs. Une de ces soirées où tout le monde est invité, sans distinction. Et là, boum, la rencontre. Mike et Jennifer se sont vus et l'attirance a été immédiate. Pas de doute, pas d'hésitation. Il l'a invitée à un rendez-vous. Elle a accepté. Direction, le cinéma. Classique? Peut-être. Mais parfois, les classiques fonctionnent mieux que tout le reste. Après cette soirée, ils ont commencé à sortir ensemble, naturellement, sans forcer. En 1991, ils se sont mariés. Les jeunes amoureux ont alors déménagé à Simpsonville, en Caroline du Sud. Ils ont eu un coup de cœur pour cette petite ville tranquille, loin du tumulte, proche des valeurs qu'ils partageaient. Grâce à leur église, le couple s'est fait de nombreux amis. C'était l'époque où Mike était encore en service dans la marine. Ils rentraient rarement à la maison, mais leur foi les aidait à tenir. Ils étaient chrétiens, profondément religieux. Pour leur entourage, ils formaient le couple idéal, de ceux qu'on imagine fonder une famille modèle. Et justement, 4 ans plus tard, ils ont eu une fille, Abby. Un prénom doux, pour une nouvelle vie qui s'annonçait radieuse. Après la naissance d'Abby, Mike a quitté l'armée. Une nouvelle page. Il a trouvé un emploi d'ingénieur, bien rémunéré, avec des horaires enfin compatibles avec la vie de famille. Le jeune père a enfin pu consacrer plus de temps à sa famille. Fini les longues absences, les allers-retours sans fin. Mike profitait de ses jours libres pour s'investir dans une mission qu'il jugeait essentielle, enseigner à l'école du dimanche, un moyen pour lui de transmettre ses valeurs, de s'impliquer, de guider, en bon chrétien. Pourtant, malgré cette stabilité apparente, la famille n'a pas échappé à une vieille habitude, les déménagements, encore et encore. À chaque fois, le travail de Mike dictait la cadence, et chaque fois, c'était la même épreuve pour Jennifer. À peine avait-elle le temps de s'habituer à une nouvelle ville, de tisser des liens, de se faire de nouvelles connaissances, que Mike lui proposait de repartir, de tout recommencer. Elle, en femme de foi, en épouse dévouée, acceptait, sans broncher, par obéissance, par conviction. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2001. Cette année-là, ils ont décidé de poser leurs valises à Grand Junction, dans l'État du Colorado, une petite ville charmante, cosy. Avec ses montagnes majestueuses et sa station de ski, elle attirait les touristes aisés en quête de nature et de tranquillité. À Grand Junction, Mike a décroché un poste d'ingénieur, pas n'importe lequel. Un poste prestigieux dans une entreprise locale. De quoi flatter son ego et assurer un confort matériel à la famille. Mais l'homme n'a pas pour autant mis de côté ses convictions. Il a aussi commencé à enseigner à l'école du dimanche, fidèle à ses engagements. Dans cette famille, la foi n'était pas une posture, c'était une ligne de conduite. Tous étaient profondément religieux. Certains amis racontaient même qu'ils priaient littéralement pour chaque décision. Oui, chaque choix. Ensemble. Comme une règle d'or. En 2001, leur fille, Abby, avait déjà 6 ans. Une petite fille pleine de vie qui se préparait pour sa rentrée à l'école. Elle suivait des cours préparatoires dans une école chrétienne, où sa mère travaillait en tant qu'assistante enseignante. Abby était gentille, travailleuse, une petite fille modèle qui n'hésitait pas à donner un coup de main à la maison. Les tâches ménagères, pas un problème pour elle. Elle aidait ses parents avec sérieux comme si c'était naturel. Elle partageait aussi leur foi, aussi pieuse que son père, aussi dévouée que sa mère. Et pourtant, entre le 16 et le 21 novembre 2001, un appel est arrivé au service de secours. La voix d'un homme. Les opérateurs ont reçu cet appel depuis la maison de la famille Blagg. Lorsque la police est arrivée sur place, une chose a immédiatement attiré leur attention. La porte principale était grande ouverte. Un détail anodin? Pas vraiment, surtout pour une famille aussi rigoureuse. À l'extérieur, les agents ont été accueillis par Mike Blagg en personne. L'homme avait l'air inquiet.
Selon lui, il venait tout juste de rentrer du travail lorsqu'il avait remarqué cette porte, grande ouverte. Une anomalie car chez les Blagg, on fermait toujours à clé. Toujours. Ce détail l'a inquiété. Il est entré. Mais l'intérieur de la maison était étrangement vide. Pas âme qui vive. Puis, dans la chambre conjugale, la scène d'horreur. Du sang, sur le lit, qui coulait jusque sur le sol. À ce moment-là, Mike a remarqué d'autres éléments troublants. La boîte à bijoux de Jennifer était vide. Son sac à main, jeté au sol. Des objets éparpillés un peu partout, comme si la pièce avait été fouillée à la va-vite, ou comme si quelque chose d'inexplicable venait de se produire. Mike a raconté aux policiers qu'il avait fouillé toute la maison, qu'il avait cherché sa femme, sa fille. En vain. Personne. Rien. Il leur a dit qu'il pensait qu'elles avaient peut-être été enlevées. Il a demandé de l'aide pour les retrouver. Mais les policiers, eux, avaient déjà compris une chose. Face à la quantité de sang découverte, les espoirs d'un simple enlèvement devenaient très minces. La police a rapidement supposé que Jennifer et Abby n'étaient probablement plus en vie, qu'elles avaient été victimes de meurtre. Non loin de la maison, il y avait la rivière Colorado. Alors les policiers ont émis une hypothèse. Si les corps avaient été déplacés, cette rivière aurait pu servir à les faire disparaître. Ils ont fouillé, mètre par mètre. Ils ont passé la zone au peigne fin, mais aucune trace, rien. Des équipes de volontaires et de recherche ont été rassemblées. Objectif, ratisser les environs à la recherche d'indices. Et surtout, des corps. Celui de Jennifer, 34 ans, celui d'Abby, 6 ans. Des proches de la famille disparue sont venus à Grand Junction. Ils ont activement participé aux recherches. Et bien sûr, ils ont soutenu Mike, du moins en apparence. Pendant ce temps, dans la maison des Blagg, les experts médico-légaux s'activaient. Ils travaillaient sans relâche, collectant le moindre indice, analysant chaque trace. Le sang retrouvé sur le lit conjugal. En grande quantité, de quoi faire froid dans le dos. Mais ce n'était pas tout. Plusieurs empreintes digitales ont aussi été découvertes, toutes envoyées au laboratoire pour analyse. Les policiers, de leur côté, ont fait le tour du voisinage. Ils ont interrogé les habitants, cherchant à reconstituer la chronologie des événements de la journée. Mais rien. Aucun voisin n'avait vu Jennifer, aucun n'avait aperçu Abby. Ce jour-là, elle semblait avoir disparu dans le néant. Et pourtant, Mike, lui, était au travail pendant l'attaque présumée. Un alibi solide, confirmé par les enregistrements des caméras de surveillance et les témoignages de ses collègues. Selon lui, sa femme et sa fille étaient bien vivantes lorsqu'il les a vues tôt le matin. L'attaque aurait donc eu lieu après son départ, avant son retour du travail. Mais attention, dans ce genre d'affaires, personne n'est jamais totalement exclu, surtout pas les proches. La police le sait. La police soupçonne. Toujours. Il fallait vérifier, croiser, douter. Mike a été convoqué au poste. Interrogatoire formel. Il a donné une chronologie détaillée des événements de la veille. Selon ses dires, vers 19 h, une amie avait appelé Jennifer pour lui proposer une rencontre le lendemain soir. Après cet appel, ils avaient regardé la télévision, puis étaient allés se coucher. À 22 h, toute la famille était déjà au lit. Routine banale d'un foyer ordinaire. Le lendemain matin, Mike s'est levé pour aller travailler. Sa femme et sa fille dormaient encore. Jennifer devait se lever vers 6 h 30 après son départ, afin d'accompagner Abby à l'école, puis rentrer et gérer les tâches ménagères. Rien d'inhabituel. Il a précisé qu'en général, il appelait Jennifer plusieurs fois par jour. Un rituel presque. Mais ce jour-là, impossible de la joindre. À chaque tentative, la même réponse. Le vide. Inquiet? Pas tout de suite. Il s'est dit qu'elle était peut-être occupée. Peut-être qu'elle n'entendait pas le téléphone. Il a même appelé l'ami de sa femme, pensant qu'elles avaient pu se retrouver. Mais non. L'ami lui a assuré qu'elle ne s'était pas vue et qu'elle ignorait où pouvait être Jennifer. Malgré cela, Mike n'a pas paniqué. Pas encore. Jennifer avait souvent beaucoup de choses à faire dans la journée, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Et là, le doute s'est transformé en certitude. Quelque chose n'allait pas. Rien n'était normal. Première alerte. Abby n'est pas sortie en courant pour l'accueillir, elle le faisait toujours. Ce détail a glacé Mike. Deuxième choc.
Aucune odeur de cuisine, alors que Jennifer devait préparer le dîner avant de rejoindre son ami. Puis il a vu le sang, partout. Le choc a été immédiat. Il a aussitôt appelé la police. Et conscient de la scène, il est sorti de la maison. Pour éviter de laisser d'autres traces, il a attendu, là, à l'extérieur, les forces de l'ordre. L'interrogatoire terminé, la police a poursuivi son enquête. Un détail a particulièrement attiré leur attention. Ce jour-là, Abby n'était pas allée à l'école. Mais ce n'était pas vraiment une surprise pour les enseignants. Pourquoi? Parce que la veille, un homme avait appelé pour signaler son absence. Et là, la question qui tue, qui avait passé cet appel? Personne ne le savait. L'enseignante, ce jour-là, n'y avait pas prêté plus d'attention que ça. Un homme avait appelé pour signaler l'absence d'Abby. Elle pensait que c'était le père de la fillette. Simple, logique. Mais quand la police a interrogé Mike, il a nié avoir passé cet appel. Et là, forcément, les soupçons ont commencé à se faire plus lourds. Dans le même temps, une amie de Jennifer, Melson, a accepté de parler aux enquêteurs. Son témoignage, lui, a jeté une lumière bien moins idyllique sur la famille Blagg. À ses yeux, cette famille parfaite était surtout une vitrine. En réalité, Jennifer avait peur de son mari. Leur relation était tendue, froide, détachée. Melson a raconté que Jennifer ne parlait avec elle qu'en l'absence de Mike, comme si elle n'avait pas le droit de recevoir des visiteurs, comme si elle vivait sous surveillance. Elle se souvenait d'une scène marquante. Un soir, elle était restée un peu plus tard chez Jennifer. Et là, celle-ci, paniquée, s'était mise à la presser de partir. Elle voulait avoir le temps de ranger la maison, de finir le dîner, de faire disparaître toute trace de la visite avant le retour de Mike. Tout devait être impeccable, invisibilisé. La veille de sa disparition, Jennifer avait d'ailleurs contacté Melson. Elle lui avait demandé si elle pouvait venir chez elle avec Abby. Un détail surprenant. Mike ne devait pas les accompagner. Inhabituel pour une famille qui se déplaçait toujours ensemble. Melson avait accepté. Mais elle avait trouvé ça étrange. Avec le recul, elle a compris. Jennifer avait eu une violente dispute avec son mari. Elle ne voulait plus le voir. Du moins, pas dans l'immédiat. Mais Jennifer n'est jamais venue. Le matin du jour fatidique, des messages envoyés par Mike à Jennifer ont été retrouvés. Il lui avait souhaité une bonne journée, des mots tendres, des attentions qui, selon les enquêteurs, sonnaient faux. Car à ce moment-là, Jennifer et Abby pouvaient déjà être mortes. Pour les policiers, ces messages n'étaient qu'une mise en scène, un alibi fabriqué pour détourner les soupçons. Mike, désormais, était un suspect sérieux. Pourtant, il continuait à clamer son innocence. Il a même parlé aux journalistes. Il passait régulièrement à la télévision. Il pleurait. Il affirmait être très préoccupé par le fait que la police se concentrait uniquement sur lui. Selon lui, il refusait d'envisager d'autres pistes. Il ne comprenait pas pourquoi. Il répétait qu'il ignorait où étaient sa femme et sa fille, que le vrai coupable courait toujours libre. Pour prouver sa bonne foi, Mike a proposé une récompense, $3 000 à quiconque fournirait des informations utiles à l'enquête. Mais derrière cette façade de père inquiet, les enquêteurs percevaient autre chose, quelque chose d'artificiel, de calculé. Alors, ils ont décidé de le surveiller de très près. Et rapidement, des incohérences sont apparues. Le sang découvert sur le lit conjugal, par exemple, il y en avait beaucoup sur le matelas, mais très peu sur les murs. Un détail qui dérangeait. Car en cas d'attaque à l'arme blanche ou par balle, le sang se disperse. Il éclabousse, il se propage. Là, non. L'analyse ADN a confirmé que ce sang appartenait à Jennifer. Puis, les experts médico-légaux ont passé au crible le fourgon familial. Avec du luminol, ils ont révélé des traces de sang sur la porte, à l'intérieur, d'autres encore dans le garage. Et ce sang, encore une fois, était celui de Jennifer. Tout laissait penser que ce véhicule avait été utilisé pour transporter les corps. Petit détail qui tue, seul Mike avait accès à ce fourgon. Il l'utilisait pour aller au travail, y compris le jour où sa femme et sa fille ont disparu. En fouillant la maison, les experts ont trouvé 55 empreintes digitales. Rien d'anormal, a priori. La plupart appartenaient à Mike. 17 empreintes étaient non identifiées. Parmi elles, 6 petites, qui pouvaient être celles d'Abby. Mike, lui, restait impassible. Il répétait qu'il n'y avait rien d'étrange à ce que des empreintes de sa famille soient présentes dans la maison où il vivait. Et sur ce point,
Difficile de le contredire. Pendant cette période, un fait glaçant restait inchangé. Les corps des victimes présumées n'avaient toujours pas été retrouvés. La maison des blagues, elle, était figée dans le temps. Mike, lui, avait déménagé. Il était parti s'installer ailleurs pendant que l'enquête se poursuivait. Et quand les restrictions ont été levées, il n'est pas revenu. Pas une fois. Interrogé, Mike a expliqué qu'il ne voulait pas nettoyer la maison. Trop douloureux, disait-il. Trop pénible pour lui d'y rester. Un argument compréhensible sur le papier. Mais pour la police, c'était une aubaine. La scène de crime restait intacte. Accessible. Exploitable. Encore et encore. Pendant ce temps, Mike multipliait les conversations avec les journalistes. Devant les caméras, il pleurait et répétait inlassablement la même théorie. Pour lui, tout cela ressemblait à un cambriolage. Selon lui, des objets de valeur et de l'argent avaient été volés, et il soulignait qu'il y avait eu plusieurs cambriolages dans leur quartier ces dernières années. L'idée était simple. Jennifer et Abby s'étaient retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. D'après lui, les cambrioleurs avaient été surpris de trouver des occupants, et face à cela, ils auraient éliminé sa femme et sa fille. Malgré cette version, Mike affirmait garder espoir. Il espérait toujours qu'elle soit en vie. Pour appuyer ses dires, il citait des versets de la Bible, inlassablement. Il répondait à toutes les questions provocatrices avec le même refrain. Il n'était pas impliqué dans ce drame. Peu importait ce que pensait la police. Mais du côté des enquêteurs, on ne partageait pas cet optimisme. Pour eux, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage. Le désordre dans la maison, trop grossier. Les soi-disant objets volés, une diversion. Pire encore, aucune trace d'effraction n'avait été trouvée. Et puis, il y avait la logique. Un cambrioleur ne cherche pas la confrontation. Il entre dans des maisons vides. Et si, par malheur, il tombe sur les occupants, il fuit. Parfois, dans un sursaut de panique, il tire, mais il ne prend pas le temps, ni le risque, de dissimuler des corps. Dans la maison, les enquêteurs ont découvert un élément accablant, le journal intime de Jennifer. Dans ces pages, elle évoquait une violente dispute avec Mike. C'était la veille de sa disparition. Elle y confiait aussi sa peur, la peur qu'il ne lui fasse du mal. Sans entrer dans les détails, elle utilisait des termes bibliques. Mais le message, lui, était limpide. La police a confronté Mike à ces révélations. Il a affirmé ne pas se souvenir de cette dispute, évidemment. Peu de temps après, les enquêteurs ont mis la main sur une note manuscrite, adressée à Jennifer, signée de la main de Mike. Il s'y excusait d'avoir laissé le diable s'installer dans leur vie. Une phrase lourde de sens, mais encore une fois, sans aucun détail sur le contexte. Petit à petit, l'image du couple parfait s'effritait. Et puis un détail, disons gênant, est apparu. En fouillant l'ordinateur familial, les enquêteurs ont découvert des milliers d'images de films pour adultes. Face à cela, Mike a nié toute implication. Il a suggéré que sa femme avait peut-être voulu pimenter leur vie sexuelle après son hystérectomie. Mais la vérité s'est vite imposée. Mike, en réalité, avait depuis longtemps recours au service des prostituées. Il était un habitué, voire un client compulsif. Une agence de prostitution a confirmé qu'il figurait parmi leurs clients réguliers. Il s'y rendait fréquemment. La dernière fois, quelques jours seulement avant la disparition de Jennifer et Abby. Les filles de l'agence, elles, n'ont pas mâché leurs mots. Elles ont raconté que le couple Blague connaissait des problèmes intimes depuis longtemps. Mike, d'abord par curiosité, avait cherché ailleurs ce qu'il ne trouvait plus chez lui, jusqu'à en devenir dépendant, une double vie qui commençait à sérieusement fissurer la façade lisse du père modèle. Les enquêteurs se sont alors rendus chez Mike pour l'interroger. Simple visite de routine? Pas vraiment. L'ambiance était lourde, mais personne n'a ouvert la porte. Pourtant, la voiture de Mike était bien là, garée dans l'allée de sa nouvelle maison. Difficile de croire à une coïncidence. Les policiers ont tendu l'oreille. Et c'est là qu'ils ont entendu de l'eau, légère, continue. Un bruit de robinet, de douche, de baignoire. Ils ont donc pris une décision radicale. Ils ont défoncé la porte. À l'intérieur, la scène les a glacés. Mike était là, dans la baignoire, les poignets tranchés. Il tenait une photo d'Abby et Jennifer, une Bible, et à ses côtés, une note dans laquelle il niait d'avoir éliminé sa famille. Mike a été transporté d'urgence à l'hôpital, et contre toute attente, il a survécu.
Pendant cette période, le bureau du shérif a reçu un appel anonyme. Quelqu'un a signalé avoir vu le fourgon de Mike près du parc Ridge, le jour de la disparition. Ce détail n'était pas anodin. Le parc se trouvait à seulement 11 minutes de la maison des blagues. Malheureusement, les opérations de recherche ont été suspendues à cause du mauvais temps. Mais cet informateur était persévérant. Il a rappelé, à plusieurs reprises, insistant sur le fait que cette information méritait d'être vérifiée, que la police devait absolument chercher de ce côté-là. Finalement, les forces de l'ordre ont relancé les recherches. Cette fois, ils ont décidé de se concentrer sur un rayon de 60 km autour du domicile des victimes. Les recherches ont duré 11 jours. 11 jours à fouiller, à espérer. Mais rien. Pas la moindre trace. Dans le même temps, une nouvelle information est remontée. Mike était soupçonné d'avoir volé une déchiqueteuse industrielle sur son lieu de travail. Un équipement d'une valeur d'environ 500 $. Et ce vol aurait eu lieu peu de temps avant la disparition de sa femme et de sa fille. Les enquêteurs ont donc contacté Mike. Lorsqu'ils lui ont parlé de cette affaire de déchiqueteuse, sa réaction a surpris tout le monde. Il s'est mis à pleurer. Et là, soudainement, il a demandé « Quelle serait la peine pour un meurtre ?» Pas une confession. Non, mais une question lourde de sous-entendu. Plus tard, Mike a expliqué qu'il avait posé cette question à cause de la peur. Il craignait que les enquêteurs lui imputent le meurtre de sa propre famille. Peu de temps après, un collègue de Mike a contacté la police. Son témoignage, lui, allait tout changer. Ce collègue a révélé que Mike avait pris en charge l'évacuation des déchets le jour même de la disparition de Jennifer. Une tâche qui n'entrait absolument pas dans ses responsabilités d'ingénieur. D'habitude, il acceptait volontiers de l'aide. Mais ce jour-là, il avait refusé, de façon agressive, ordonnant à son collègue de ne surtout pas s'approcher. Pour lui, il ne faisait aucun doute. Mike se débarrassait de quelque chose, ou de quelqu'un. À partir de là, les enquêteurs ont remonté la piste. Ils ont déterminé où les déchets de l'entreprise étaient envoyés. Direction la décharge. Les fouilles ont commencé méthodiquement le 5 juin 2002. Et puis, au bout d'un long calvaire, ils ont découvert un corps, celui d'une femme, enveloppée dans un tissu rouge et noir, exactement comme décrit dans la disparition de Jennifer. Une balle était toujours logée dans son crâne, tirée à bout portant. Le médecin légiste a confirmé l'identité grâce au dossier dentaire. Il s'agissait bien de Jennifer. La cause de la mort? Un coup de feu à la tête. Elle portait encore sa robe de nuit, preuve qu'elle avait été tuée pendant son sommeil. Mais 7 mois dans une décharge, ça laisse des traces. L'état du corps était déplorable, limité dans ce qu'il pouvait révéler aux experts. Autre détail troublant, la décharge était organisée en piles attribuées à différentes entreprises. Et celle où Jennifer a été retrouvée, c'était précisément celle correspondant à l'entreprise où Mike travaillait à l'époque des faits. Difficile d'y voir une simple coïncidence. La police a intensifié les recherches, espérant retrouver Abby. Mais malgré leurs efforts, le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé à la décharge. Et pendant ce temps-là, Mike avait quitté la ville, sans prévenir, sans laisser d'adresse, disparu, comme un fantôme. Les policiers ont jugé qu'ils avaient enfin réuni assez de preuves pour inculper Mike du meurtre de sa femme et de sa fille. Pour les proches de Jennifer, la douleur a laissé place à la colère. Le simple fait d'imaginer son corps jeté comme un vulgaire déchet, abandonné à une décharge, c'était insoutenable. Pour eux, il ne faisait aucun doute que Mike avait réservé le même sort à Abby. Et pourtant, à ce moment-là, personne ne savait où il était. Les enquêteurs ont fouillé ses contacts, ses habitudes. Rapidement, ils ont découvert que son seul parent proche était sa mère, qui vivait en Géorgie. Mike avait l'habitude de séjourner chez elle lors de ses déplacements. Lorsque la police est arrivée à la porte de cette maison, ils n'ont pas eu à chercher longtemps. Mike était là, tranquillement. Il a été arrêté sur place, sans résistance. Puis, il a été extradé vers le Colorado. L'accusation était lourde, double meurtre au premier degré. Après son arrestation, les équipes de recherche ont relancé les fouilles à la décharge. Ils ont réuni des bénévoles, formé des équipes, déployé des moyens considérables. Pendant 7 semaines, ils ont retourné 7000 tonnes de déchets, mais le corps d'Abby est resté introuvable. Du côté de l'accusation, le procureur ne mâchait pas ses mots. Pour lui, Mike menait une double vie. À l'extérieur,
Il arborait l'image d'un père de famille pieux irréprochable. Mais en réalité, c'était un manipulateur et un homme capable de violence. Toutefois, la première épouse de Mike n'a pas confirmé ses propos. Selon elle, il n'avait jamais été violent, ni physiquement, ni verbalement. Mais plusieurs témoins ont dressé un autre portrait. Pour eux, les tensions entre Mike et Jennifer étaient anciennes. Dès le début, leur relation était marquée par les disputes. Avant même leur mariage, ils se heurtaient déjà à des désaccords. Mike aimait sortir, faire la fête, passer du temps entre amis. Jennifer, elle, rêvait de stabilité. Elle voulait construire une vraie famille. À un moment, elle lui avait lancé un ultimatum. Et Mike avait cédé. Il avait arrêté les sorties, puis ils s'étaient mariés. Et ensemble, ils avaient eu une petite fille. À cette époque, Mike était encore dans la marine. Jennifer se retrouvait souvent seule à s'occuper du bébé, à lutter contre la dépression post-partum. Elle ne se plaignait jamais, mais elle souffrait. Mike, de son côté, voulait l'aider, mais il n'en avait pas la possibilité, enchaîné par son contrat militaire. Ces difficultés domestiques ont nourri des tensions dans leur relation. Plus tard, lorsqu'il a trouvé un emploi d'ingénieur, la situation semblait s'être apaisée. Mike s'était même investi dans l'enseignement à l'école du dimanche. Mais là encore, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ses méthodes d'enseignement ne plaisaient pas. Il abordait des sujets sensibles, sexe, avortement, sans filtre, avec des adolescents. Une approche trop libérale pour le cadre conservateur de l'école. Résultat, il a été contraint de quitter son poste. La famille a alors déménagé à plusieurs reprises jusqu'à s'installer à Grand Junction, dans l'espoir de repartir à zéro. Mais ce déménagement a creusé leur endettement. Leur maison en Caroline du Sud n'avait toujours pas été vendue. Jennifer n'a jamais aimé leur nouvelle vie. Elle appelait régulièrement ses amis de Simpsonville, leur confiant qu'elle souhaitait revenir. Pourtant, malgré son mal-être, elle restait. Mike avait réussi à subvenir à leurs besoins, à rembourser les dettes. Elle ne voulait pas l'abandonner à ce moment critique. Mais peu de temps avant le drame, un nouvel élément a sans doute fait basculer l'équilibre fragile. Un employé d'un cabinet d'avocats local a révélé que Jennifer s'était rendue chez eux quelques jours avant sa disparition. Elle voulait consulter pour un divorce. Elle avait expliqué être victime de violences conjugales. Malheureusement, l'avocat était en vacances. On lui avait demandé de revenir plus tard. Elle n'en a jamais eu l'occasion. Dans leurs investigations, les policiers n'ont jamais trouvé la moindre trace de sang d'Abby, ni dans la maison, ni dans la voiture, ni dans le garage. Mais cela ne les a pas surpris. L'hypothèse la plus probable, Abby aurait été témoin du meurtre de sa mère. Et pour faire taire ce témoin gênant, Mike aurait choisi un mode opératoire silencieux, l'étouffement, un acte qui n'aurait laissé aucune trace de sang. Le procureur a décidé de prendre du recul. Il le savait, sans corps pour l'enfant, la tâche serait ardue. Prouver la culpabilité sans preuve tangible, c'était risqué. Mais pour Jennifer, il avait de quoi l'inculper. Mike a donc été libéré sous caution. Il a été autorisé à vivre chez sa mère, en Géorgie, en attendant son procès. Lui continuait à marteler qu'il n'avait aucune raison de tuer sa femme et sa fille. Tout allait bien dans la famille, selon lui. Certes, il y avait des disputes, mais rien de grave. Pour prouver sa bonne foi, il évoquait même les cadeaux coûteux qu'il avait achetés pour Noël. Plus de 5 000 $ dépensés pour sa femme et sa fille. Mais personne ne le croyait. Les audiences étaient prévues pour mars 2004. Pour le procureur, l'histoire était limpide. Jennifer voulait rompre car elle avait découvert sa double vie. Mike refusait cette idée. Cela avait provoqué une colère incontrôlable. La mère de Jennifer a témoigné à charge. D'abord, elle soutenait Mike. Mais face aux preuves, son avis a basculé. Elle a raconté que Mike avait longtemps maltraité sa fille, surtout sous l'emprise de l'alcool. Il l'attaquait, la frappait, jusqu'à la rendre inconsciente. Abby assistait, impuissante, à ces scènes de violence. La défense, de son côté, a tenté de détourner l'attention. Elle a imaginé un assaillant extérieur qui aurait transporté le corps de Jennifer par un autre chemin. Les traces de sang dans le garage, une blessure accidentelle, antérieure au drame. Selon leur version, le véritable coupable aurait jeté le corps par-dessus une clôture. Problème, cette clôture était visible depuis l'école voisine, peu crédible. D'autant que le sang de Jennifer avait été trouvé dans l'allée et le garage, mais pas près de cette fameuse clôture. La défense a insisté sur la possibilité d'un enlèvement.
que Jennifer ait été tuée pour brouiller les pistes, ou qu'Abby ait été assassinée accidentellement. Des théories qui n'ont pas convaincu. Après 12 heures de délibération, le jury a rendu son verdict, coupable du meurtre de sa femme. Mike a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'était le 16 avril 2004. Le procès s'est terminé, mais l'histoire de Mike, elle, n'était pas finie. 10 ans plus tard, il a eu l'opportunité d'un nouveau procès. Ses avocats avaient cherché la moindre faille. Ils en ont trouvé. D'abord, un juré était aveugle, incapable d'évaluer les preuves matérielles. Ensuite, une autre jurée avait menti dans son questionnaire. Elle avait été victime de violences conjugales, ce qui l'avait rendue partiale. Elle l'a reconnu plus tard. Conséquence, le verdict a été annulé. Une sanction a été prise contre la jurée, 10 jours de prison et 10 000 $ d'amende pour outrage au tribunal. La défense a sauté sur l'occasion pour introduire un nouveau suspect, un certain Montana, un prédateur sexuel soupçonné d'une série d'abus sur jeunes filles. Chez lui, une liste de victimes a été retrouvée. Et sur cette liste, Jennifer et Abby. Montana était censé se trouver dans la région de Grand Junction en novembre 2001. Pour autant, malgré son lourd passé criminel, Montana n'a jamais été condamné pour cette affaire. En 2018, le second procès de Mike s'est ouvert. Cette fois, l'accusation a fait appel à un expert en reconstitution criminelle. Son verdict a été sans appel. La scène de crime était une mise en scène, maladroite, amateur. Jennifer avait été exécutée d'une balle dans la tête, pendant son sommeil. Ensuite, le meurtrier avait maintenu son corps sous son poids pour l'étouffer. Puis, il l'avait sorti de la maison et placé dans le fourgon. Concernant Abby, l'expert n'a pas pu fournir d'éléments concrets. Pas de traces, pas d'indices, rien. Les proches de Mike ont pris sa défense. Ils ont parlé d'un homme détruit, dévasté par la perte de sa femme et de sa fille. Mais au tribunal, Mike affichait un visage fermé, calme, presque trop calme. Aux yeux du procureur, ce manque d'émotion trahissait sa culpabilité. La défense, elle, plaidait la culture familiale. Chez les Blagg, la discrétion était une valeur. Leur comportement réservé n'était pas un aveu. Ils ont même lu une lettre écrite par Jennifer. « Mon cher mari, l'amour de ma vie, il n'y a pas de mots pour te dire ce que je ressens pour toi. Je t'adore, je t'aime, j'aime passer ma vie avec toi. Nous avons passé presque 10 ans ensemble, en mariage. Je suis ta femme bien-aimée qui t'adore. » Pour les avocats de Mike, ces mots venaient d'une femme aimante, pas d'une victime de tyrannie. Mais malgré tout, le verdict n'a pas changé. Après les audiences, Mike a de nouveau été reconnu coupable du meurtre de sa femme. La sentence est tombée, réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire Mike Blagg s'est refermée une seconde fois, mais l'ombre d'Abby, elle, hante toujours les mémoires. Pendant ce temps, les enquêteurs se sont intéressés à ce fameux Montana qui s'est avéré être un homme nommé Philip Bruinsma, prédateur sexuel notoire, condamné à 2 peines de 100 ans. Il semblait être le suspect idéal. Lors d'une perquisition, une liste de victimes avait été retrouvée chez lui, mentionnant Jennifer et Abby avec des dates d'enlèvement troublantes. Mais malgré ces éléments, aucune preuve matérielle n'est venue lier Bruinsma à cette affaire. Ni empreinte, ni ADN, ni modus operandi similaire. De plus, l'élément clé, la découverte du corps de Jennifer dans une décharge liée à l'entreprise de Mike Blagg, ne collait pas avec le profil de Bruinsma. Les enquêteurs ont donc écarté cette piste. En juin 2023, la Cour d'appel du Colorado a confirmé sa condamnation, rejetant ses arguments. Alors, mes chers abonnés, c'est ici que s'achève notre plongée dans l'affaire Mike Blagg. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cette histoire poignante. N'oubliez jamais, derrière chaque fait divers, il y a des vies brisées, des vérités qu'on tait, des drames qu'on banalise. Prenez soin de vous, ouvrez l'œil, et surtout, protégez ceux que vous aimez. On se retrouve très vite pour une nouvelle affaire criminelle. À bientôt.